Eh oui, après 2 mesures, je suis toujours prête à commencer. Il y a peut-être une mesure de trop dans ce thème-là. Bonjour tout le monde! Allô! Je tiens à dire que c'est Émile Côté qui a fait le thème. Il a 17 ans et il étudie en son à Drummondville. Alors, je retire mon commentaire. 3 mesures, c'est parfait, Émile. Merci. Oui, là, vous avez entendu plein de gens parler parce que c'est un grand plateau aujourd'hui, grande tablée. Je suis très content. Je salue d'abord Hélène Faradji à ma gauche. Allô, Fred. Bonjour, Hélène. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Oh, plein de choses. Ok. Ouais, voilà. Oui, j'ai bien hâte. Je sais, moi, c'est pour ça que j'ai hâte, mais on ne dira pas tout de suite. D'accord. Godfrey Lando! Salut Fred. Hey, ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. Ben oui, c'est vrai, j'étais perdu, je errais et là, ça y est, j'ai trouvé l'adresse finalement. Ben oui. Oui. C'est bien le fun. Là, je prends le nom de vos invités et leur numéro de téléphone parce qu'on risque d'être un événement de super propagation, là, j'imagine. On est 5 personnes dans une pièce avec des fenêtres fermées. Peut-être. Désolé de casser la... Non, j'ai quelque chose à vous dire à ce sujet-là, mais avant ça, je veux saluer notre invité aujourd'hui. Bonjour, Simon Boudreau. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Je suis très content que vous soyez là pour venir nous parler de votre dernière pièce. Oui. Je suis un produit qu'on a vu avec Camille Gascon. Bonjour. Bonjour Camille, on vous a entendu déjà à la balado? Oui. Lors de l'épisode Mythologie québécoise. Et vous êtes chercheur en littérature et en théâtre, doctorante? Oui, effectivement. Alors, j'avais besoin d'une charpente théorique du théâtre parce que je veux parler de théâtre plus dans la 4e saison, mais je veux en parler intelligemment. Alors, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, Camille Gascon, chercheur en théâtre, entre autres, ça va me donner une certaine crédibilité et je dirais pas de niaiserie. C'est ça qui est important. Mais on va revenir à votre pièce, Simon, mais vous êtes autour de la table, alors vous allez pouvoir commenter parce que c'est ça que j'aime cette année. On est plusieurs. Ça fait toute la différence, vraiment. Et là, j'ai des petites choses à dire. J'ai eu des petits malaises cette semaine. Je dois l'avouer, quelques malaises. D'abord, avec la mort de l'écrivaine Marie-Claire Blais. Ouais. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais lu de Marie-Claire Blais. En fait, j'ai commencé une saison dans la vie d'Emmanuel. Et je n'ai pas arrêté parce que c'est ennuyant. C'est juste que des fois, on ne découvre pas un livre au bon moment. Ah oui, dans sa vie. Ouais. Alors là, j'ai en main Soif, qui est dans la bibliothèque. Alors, je vais le lire, je le promets. Ça, c'était mon petit malaise, mais j'ai eu un petit malaise aussi de tous les gens. Et ça, je le sais que ça part d'une bonne intention, mais les médias sociaux, toutes les personnes qui mettent des photos de Marie-Claire Blais qu'ils ont croisées pour une autre performance de soi-même. Et ça m'agace à chaque fois que quelqu'un décède comme ça. Des fois, on devrait juste rien dire. Puis, tu sais, quand vous êtes la 300e à dire « Ah, que c'est triste je sais pas. J'ai toujours un petit malaise à chaque fois que ça arrive. Ça. Ben, c'est que souvent, on n'explique pas pourquoi on trouve ça triste. Ça a l'air bizarre de le dire comme ça, mais on parle pas de la personne qui est décédée. Non, on parle de nous qui avons croisé cette personne-là, puis on est donc contents. Alors voilà. Donc, j'ai pas mis de photos de moi au glissade d'eau avec Marc-Pierre Blais. Voilà. Autre malaise... J'ai été chercher ma 3e dose, Godefroy. C'est pour ça que j'ai hâte de voir avec ce que vous me dites. C'est pour ça qu'il n'y a plus de plexiglas. Moi, j'ai eu 2 doses AstraZeneca. Et là, j'étais dans le groupe. J'ai pas 70 ans, là, pour la 3e dose. C'était 2 doses. Ceux qui avaient 2 doses AstraZeneca pouvaient recevoir une 3e dose. Je pensais que c'était les gens qui dépendaient du socio-financement qui avaient droit à une 3e dose. Non. C'est pas ça. Non, ça va bien, ça. Le socio-financement, je vais en parler plus tard. Mais... Et là, on s'inscrit sur le site Clic Santé. Et moi, dans ma tête, c'est qu'il n'y a pas de détails. Alors, j'ai l'impression que je vais recevoir une 3e dose d'AstraZeneca. Mais non, pas du tout. Et là, on arrive au stade. Et là, on nous demande de choisir Pfizer ou Moderna. Puis là, je suis comme, mais voyons, vous pouvez pas me demander ça. C'est trop de pression. À 15 secondes de recevoir une injection. Il me semble que ça aurait dû être fait avant. Et là, l'infirmier a tenté de me... Il a dû dire quelque chose comme « Je vous comprends, monsieur ». Oui, puis il a dit, écoutez, je vais vous l'expliquer rapidement. Imaginez que Pfizer... C'est comme un pain qu'on laisse sur le comptoir puis il gonfle. Puis Moderna, lui, il est plus efficace. Puis là, il m'a sorti une feuille avec des chiffres. C'était un petit... c'est résumé. Alors, j'ai choisi Moderna. On dirait plutôt un exposé de Jonathan Julien. Mais j'ai avec un tableau. Oui, vous voyez bien que c'est pas dangereux. Vous voyez bien que vous n'avez pas à chialer. Ouais. Bon. Mais je trouve ça étrange quand même qu'on nous mette devant ce choix. Enfin, que ça soit pas indiqué sur Clic Santé pour qu'on se prépare mentalement, qu'on fasse nos recherches un peu. Évidemment, je suis pas anti-vaccin, c'est ma 3e dose, j'adore ça. Mais j'aurais aimé un peu plus de transparence. Et dernier malaise... Ça, j'ai l'impression d'avoir été le seul à remarquer ça, mais dans les médias, dans la presse écrite, il y a eu deux choses étranges cette semaine. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu ça lundi, une infopub dans la presse de Patrick Lagacé. C'était très bizarre, un texte qui s'appelait « Qu'est-ce qui fait courir, Patrick? » oui, de Marc-André Lemieux. Oui.
Et là, c'est un journaliste de la presse qui fait un reportage sur comment Patrick Lagacé a tant le temps de faire tant de projets. C'est comme une journée avec. Oui, c'est ça. Oui, J'ai déjà travaillé, moi, avec Patrick Lagacé. Là. Attention, j'ai rien contre lui. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de tribunes dans une époque où on réfléchit beaucoup sur la diversité à l'écran, dans des séries de fiction. D'ailleurs, Simon, on va en parler un peu parce que votre pièce aborde un petit peu cette idée-là. Mais en information, puis j'avais accueilli l'an dernier Michael Bergeron, le journaliste, qui a écrit un livre là-dessus pour dire comment c'est important, la diversité de points de vue en information, puis qu'on donne toujours des projets aux mêmes personnes. Et là, je trouvais ça quand même assez étonnant que la presse fasse un infopub. En fait, c'est un public reportage. Ils auraient dû mettre ça dans la section extra. Et là, on apprend que pourquoi il travaille tant que ça, c'est parce qu'il aime ça. Puis ça lui fait du bien. Parce qu'il n'y a pas de hobby. Lui, son hobby, c'est de travailler beaucoup. Alors, sa passion, c'est l'excellence. Oui, alors il n'y a pas vraiment de problème à ce qu'il soit partout. Parce qu'il aime ça. Moi, je suis rassuré. Bon. Puis il est bien là-dedans. Alors, c'était vraiment particulier. À un moment donné, même, il y a une anecdote. En 2002, il était en vacances aux îles Turques et Caïcos. Et là, il y a Éric Lapointe qui est arrêté en République dominicaine. Alors, il a loué un Cessna, puis il est allé en République faire un reportage sur Éric qu'il a envoyé sur son cellulaire pendant ses vacances. C'est quand même touchant. Et il y a Marie-France Bazot aussi qui dit « Moi, je pensais qu'il y avait un gros ego. C'est vrai que ça prend beaucoup d'ego, mais j'ai rencontré, puis je travaille avec, puis il est très gentil. » Fait que j'ai trouvé ça le fun. Marie-France qui est venue nous dire qu'il y avait trop de gens pareils dans les médias. Fait que je trouve tout ça très drôle. Et en passant, je vais fermer une parenthèse parce qu'encore cette semaine, c'est pour ça que j'en parle un petit peu, là, encore cette semaine, il y a des gens qui pensent que moi et Marie-France Bazot avons eu une aventure. Ça fait des années, je sais que je fais pas beaucoup de patinage, mais ça fait des années que des gens, même pas du milieu, me disent ça. Alors j'aimerais fermer la parenthèse, ce n'est jamais arrivé. Sachez-le. Bon, voilà, et je sais pas qui part ces rumeurs-là et à qui ça profite. Je sais pas qui ça intéresse non plus. Non, mais pour être bien honnête. Patrick Lagacé dans un temps mort. Non, je pense pas. Mais c'est juste, non, pour vrai, Hélène, ça me gosse. C'est pour ça que si ça avait cessé, qu'on me le dise, mais là, c'est parce que ça continue, puis ça doit faire 6 ans que ça existe, là, ces rumeurs-là. Alors voilà, je profitais du public reportage pour dire que voilà, il n'est jamais rien arrivé avec moi et Marie-France, et quand c'est arrivé, c'était professionnel. C'est-à-dire on a co-animé quelque chose ensemble. Voilà, alors, et il y a une autre petit malaise aussi que j'ai ressenti dans le devoir, puis ça, je termine avec ça, parce que c'est en lien avec l'épisode prochain. Stéphane Baillargeon était à Paris et a rencontré Mathieu Bock-Côté, qui, il paraît, était rendu une vedette là-bas. Il chronique sur plusieurs émissions de télé du groupe de Vincent Bolloré, le groupe Vivendi, qui est un groupe plus qu'à droite. Oh oui. Extrême droite. Pas officiellement avoué, mais... Ouais, avec une belle photo lignifiante de Mathieu, très franco-français. Et il trouvait que le portrait d'Éric Zemmour, que les médias en font, est délirant, qui est pas si pire que ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Éric Zemmour. Oh mon Dieu. Mais on n'a pas besoin de délirer. Éric le fait très bien lui-même et ça sera le sujet de la chronique de Mathieu Bellil la semaine prochaine. Il va rebondir sur cette vidéo-là pour parler... Bon, voilà, c'est pour ça que je voulais terminer avec ça. Et sinon, je salue tout le monde dans le milieu québécois, des gens connus. Oui. Voilà, j'ai rien contre vous, mais cessez les mauvaises rumeurs. Voilà, alors, petit mot sur la campagne de financement qui bat son plein. 62%, ça va très bien. Et là, j'ai envoyé la fameuse vidéo aux gens qui avaient donné l'an dernier. Le ménage des listes est fait. Cessez de m'écrire. Plein de gens m'offrent leur aide parce que j'ai l'air de faire pitié, mais je fais pas pitié, là. Tout va très bien. Et aussi, j'en ai pas parlé encore, mais je pense que c'est dans 2 semaines. Faut que je vois avec Larry, mais nous allons diffuser une entrevue avec Guy Rocher parce que j'ai eu la chance d'interviewer la semaine dernière Guy Rocher. Wow. J'ai eu un appel vendredi pour dire « Monsieur Rocher serait prêt demain à vous donner une entrevue. » Et avec Pierre Duchesne, son biographe, qui est venu ici. Et on avait M. Rocher au téléphone parce qu'il était trop fatigué pour venir ici. Et vous allez voir, c'est fascinant. Vraiment, je suis très heureux que... En fait, ça, c'est une autre bouteille que j'ai lancée. Et je suis toujours étonné que les gens disent oui, mais il a dit oui. Puis il donne pas tant d'entrevues, là, M. Rocher, parce qu'il a 97 ans. Et 1h20 environ. Un parcours extraordinaire. Donc, ça sera diffusé le 18 décembre. Le dernier épisode avant les vacances de Noël. Voilà, alors je voulais le dire. Et là, on va tout de suite... on va aller rejoindre Hélène Faradji.
Là, moi, je sais un peu de quoi vous allez nous parler, Hélène, mais dites-le donc un peu, là. Ben oui, je vais vous dire ça. Je suis très contente, en fait, cette semaine, parce que j'ai l'occasion de taper sur un de mes clous préférés, c'est-à-dire cette espèce de besoin absolu qu'on a collectivement d'une meilleure éducation à l'image et au sens critique. Oh! Parce qu'il y a eu... Encore l'éducation... Encore! Encore! C'est rendu une job à temps plein de servir éduquer. Je n'arrêterai jamais. Formidable. Non, mais parce qu'il y a eu 3 événements audiovisuels au cours des dernières semaines qui m'ont montré à quel point on mélangeait tout et comment, à force surtout de mettre nos poires et nos oranges dans les mêmes balances, on finit par plus du tout savoir sur quel pied danser. Donc, je me suis dit qu'on allait reprendre tout ça patiemment ensemble. On commence le 26 novembre dernier. Sort en salle le film Aline. Oui. Le film commence par un carton noir où c'est écrit « Ceci est une fiction inspirée de la vie de Céline avec de l'imagination ». Une mise en garde apparemment complètement inutile parce que du côté de la famille Dion, vous le savez, on a hurlé au crime de lèse diva en disant que le portrait de la famille n'était pas assez flatteur, qu'il n'y avait pas eu assez de recherche, qu'il y avait trop d'erreurs factuelles et d'inventions et que la famille avait l'air d'une gang de bougons et Céline d'une nounoune. Je vous laisse à vos bruits de criquet respectifs. Bon, deuxième cas d'étude. J'ai pas vu le film, c'est pour ça que je ne me prononce pas sur la nounounerie de Céline. Deuxième cas d'étude, qui est sorti aussi la même semaine, c'est House of Gucci de Ridley Scott, qui lui nous raconte l'arrivée à la tête de la maison Gucci de Maurizio et comment sa femme, qu'il épouse avant même qu'il devienne l'incarnation du luxe, il va même abandonner toute sa richesse pour elle, mais finalement, elle va devenir une parvenue terrible et va organiser son assassinat en 1995. Là encore, une histoire complètement vraie, mais que Ridley Scott a voulu traiter comme une espèce d'opéra du grotesque, de la décadence, en oubliant de diriger ses acteurs. Ça arrive à Est-ce que Sylvain Marcel joue aussi dans Gucci? Non, malheureusement, non, mais il y a beaucoup de gens, dont Lady Gaga. Ah! C'est-tu une bonne actrice? Non. Lady Gaga qui a un accent russe de nouvelle riche alors qu'elle est censée être la bella ragazza. On va l'écouter parce que c'est quand même plaisant. Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Come, meet the family. Hey everybody, this is Patrizia, and this is my family. Kick these teeth out! They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't kill for that? Écoute, on n'a pas l'image. Ah non, mais on imagine très bien. C'est déjà lourd de glitch. C'est un petit peu psychotronique. J'ai envie de prendre ma douche. Mais c'est surtout un film qui a causé encore une fois une plainte de Tom Ford, cette fois, qui a été directeur artistique de Gucci de 1995 à 2014. C'est lui qui a repris les rênes, en fait, après la mort de Maurizio. C'est lui qui a fait en sorte que la maison, qui était familiale, échappe à tout contrôle italien et devienne propriété d'un conglomérat français, Kering, de Monsieur Pinault. Et il a aussi été ce héros de ce qu'on a appelé le porno chic dans la mode. Ah ouais. Donc, dans un essai pour Airmail, qui est un média que je ne connaissais pas du tout, qui a peut-être inventé aussi, il décrit le film comme un ouragan qui l'a fait rire alors que ce n'était pas supposé, que les performances de Al Pacino en Aldo et de Jared Leto en Paolo lui ont fait penser à un sketch de SNL, mais surtout il insiste lui aussi pour dire non, ce n'était pas comme ça dans la vraie vie, ma relation avec Maurizio n'était pas comme dans le film, et d'ailleurs ça va même beaucoup plus loin que dans le cas d'Aline parce que la maison Gucci elle-même a renié le film et menace de faire un procès à Ridley Scott. Donc ça va quand même un petit peu plus loin. Mais là, il y a des questions de gros sous qu'il n'y a peut-être pas dans Aline. Bon. Non, voilà. Donc pour l'instant, on est à 2-0 dans le réel contre la fiction. Mais c'est là qu'arrive le troisième exemple, qui est lui aussi disponible depuis la fin de semaine dernière. C'est sur Disney+. Et cette fois, c'est Get Back. Ah, ben oui. Get Back, la fameuse série documentaire sur l'enregistrement du dernier album des Beatles, basée sur des enregistrements d'époque, donc de 69. On a 60 heures de vidéo, 150 heures d'audio. Ça dure quasiment 3 fois 3 heures. C'est réalisé par Peter Jackson. Donc, c'est comme Lord of the Rings, mais avec plus de obladi-oblada puis moins d'anneaux. C'est pour vous situer un peu... Beaucoup de précieux. Beaucoup de précieux. Bon, là, évidemment, aucune plainte. Non, ils sont tous morts. Et ils sont tous morts. Puis toute l'équipe des Beatles ont donné, évidemment, leur accord en amont. En fait, ils sont tous morts et Ringo.
C'est pas gentil. C'est pas gentil. Bon. Donc, évidemment, il fallait que ce soit dessiné en amont. Hein. Ils n'auraient pas pu utiliser tout ça si ça avait heurté qui que ce soit. Le seul truc qu'on a appris, c'est que Disney Plus a en fait demandé à Peter Jackson et à l'équipe des Beatles que la série soit exempte de tout sacre. Non. Oui, mais heureusement, Peter Jackson a dit, ben là, franchement. Puis il a eu raison, parce que quand on regarde Bon, j'ai juste regardé le premier épisode, ça dure 10 000 heures. Hein, fait que, mais je me suis quand même... J'ai une assez bonne idée. C'est pour les... c'est niché, quand même. Oui, c'est pour très, très, très les fans. Ouais. Mais il y a quand même un certain nombre de sacres, puis si on les avait enlevés, ça aurait probablement enlevé... quelques intérêts. En fait, ça aurait enlevé du réel. Ça aurait enlevé du réel. On y arrive. Mais ce qui compte dans Get Back, c'est l'effet immersif. Oui. Hein, parce qu'il y a un petit début où on nous résume très, très rapidement leur carrière. C'est vraiment là aussi pour les fans parce qu'on vous donne quelques faits un peu random comme ça avec des années, des archives, mais le gros du truc, c'est un montage de ces enregistrements dans la plus pure tradition du cinéma direct. Oui. Donc aucune intervention de Peter Jackson, on est vraiment avec eux, on les voit au travail, en train de chercher les chansons, les paroles, les mélodies, de se questionner sur absolument tout, de préparer en 2 semaines un concert plus un enregistrement live de l'album qui va être Let It Be. Donc, pas d'histoire, pas de narration comme dans Aline ou House of Gucci, mais une plongée au cœur même de comment ils créent ensemble avec Yoko Ono, constamment perchée sur l'épaule de John. C'est assez drôle, elle est vraiment constamment dans le décor. Elle est juste assise, puis elle fait rien. Puis, juste pour le fun, parce que on a beau pas être fan, c'est quand même bien les Beatles. On va les écouter. Moi, je suis quand même assez fan. Plus que les Rolling Stones, au point de regarder... dans le temps des fêtes, oui, je vais le faire probablement. En fait, je suis curieux. Je ne sais pas si je suis assez fan pour tout regarder, mais c'est sûr que je vais vouloir le voir. C'est 9 heures de votre temps. Ouais. Voulez-vous une belle tranche de candeur? Attendez, on va aller écouter un extrait, je pense, avant. Oui, on va juste les écouter répéter Don't Let Me Down avec John Kamal à la voix. Don't let me down. It's great. You're giving us a lift, Bill. We've been doing this for days, weeks. Just choking. My voice is choking. I just wish I had yesterday's voice for today's backing. I was swinging yesterday. Voice-wise, that is. I've just gone over the top. Hier, il avait de la voix. Aujourd'hui, il n'en a pas. Cela dit, Godefroy, voulez-vous y aller avec votre anecdote de candeur? Est-ce que Paul McCartney est mort? Non. Mais non. Bon, vous m'avez eu. Non, mais puis Simon, j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que vous êtes créateur, mais oui, c'est intéressant de voir un documentaire comme ça sur la création. Mais moi, en tant que fan, je me demande si c'est pas mieux d'avoir le produit fini. Puis jusqu'à quel point il n'y a pas d'intrusion un peu dans le processus créatif quand on produit un type de document comme documentaire comme ça? Ben, je pense pas qu'il y ait une intrusion parce que il me semble comme fan ou comme spectateur, on aime ça, avoir accès au processus créatif. Ça donne une espèce de... On a l'impression d'avoir accès à quelque chose d'unique tout seul. T'sais. Même, je le vois, même en théâtre, des fois, on va inviter des commanditaires. On va inviter... on invite des abonnés, par exemple? Des abonnés. On va le faire, des fois, justement, qui veulent suivre le processus. Là, ils vont venir assister à une répétition. Puis ça crée quelque chose d'intéressant. Ça démystifie un peu aussi la création. Ça crée un lien. Moi, je trouve ça beau, en fait. J'avoue, c'est drôle. Vous me rappelez que j'ai eu la chance de vivre ça avec la pièce d'Annick Lefebvre, dont le titre m'échappe, sur Pauline Julien et Gérald Godin, sur la montée aussi du souverainisme et les années militantes des années 60 qui a été présentée il y a 2 ans pour cette année-là. Et j'avais vu, c'était même pas une générale, c'était presque une générale. Donc, dans une salle de répète. Et c'était vraiment une expérience. J'étais très heureux parce qu'il n'y avait pas l'artifice des décors, il n'y avait pas l'artifice. On y avait avec le texte et le jeu. Exact. Puis ça, c'était une autre façon. Oui, mais ça, c'est beau quand on le fait devant du spectacle vivant. Mais quand on filme, ça devient une autre affaire. Parce que les trois œuvres dont je vous parle, chacune pose la question de ce fameux réalisme. Aline et House of Gucci, parce qu'on les accuse de ne pas l'être. Et Get Back, parce qu'elle semble l'être quasi entièrement. Et là, je pense qu'il faut remettre pas mal de petites choses à plat. D'abord, cette espèce de malentendu qu'il y a autour du réalisme au cinéma. Quand on a commencé à s'intéresser aux images et à comment les analyser,
André Bazin, qui est un des plus grands critiques de l'histoire du cinéma, a pondu un texte qui est devenu une référence. Le texte s'appelle « Ontologie de l'image cinématographique ». En gros, ce qu'il disait là-dedans, c'est que l'image de cinéma, elle est ontologiquement réaliste, parce qu'elle est intimement liée au réel. Elle le capte mieux que n'importe quel autre art. Elle est réaliste par essence. Parce que quand vous filmez, ce qui est imprimé sur la pellicule, c'est bel et bien le réel, ça c'est sûr. Et ce texte qui est fondateur de toute la pensée sur le cinéma, puis même de comment on envisage le cinéma encore aujourd'hui, il a un peu été dévoyé, parce qu'il a été compris comme si le cinéma devait être réaliste. C'est pas le cas. Bazin, ce qu'il disait, c'est que l'image de cinéma, contrairement à la peinture ou à la photo, elle est par sa nature réaliste, mais pas parce que le cinéma est réaliste. C'est pas la même chose. Une nuance, là. Et faut pas oublier aussi que c'est un texte des années 50 et qui donc n'imaginait pas toutes les possibilités qu'on aurait aujourd'hui d'entièrement créer des images, du deepfake au CGI. Aujourd'hui, on n'est même plus lié à ce réalisme-là. En fait, ce qu'il disait Bazin, c'est que la nature de l'image cinéma est réaliste, mais elle ne peut créer qu'une impression de réalisme. Parce que l'autre loi en cinéma, c'est que le vrai réalisme, il est impossible. À partir du moment où il y a cadrage, il y a intervention éditoriale de celui ou de celle qui filme. Vous le savez quand vous prenez une photo. La façon dont vous encadrez l'image, il y a une intervention de votre part qui fait que le réalisme n'est quasiment plus possible. En fait, la photo est réelle. Oui. Mais elle n'est pas le réel. Voilà. Elle ne peut pas être le réel, le vrai. Quand tu regardes... En fait, est-ce que le réel existe vraiment? Je ne sais pas. Matrix arrive bientôt. On va être là. Bon. En gardant en tête que n'importe quel film ne peut que donner une impression, une expérience du réel, sachant qu'il est forcément une construction. Faut aussi se rappeler autre chose. C'est ce que reprochent les Dion ou la maison Gucci. C'est pas vraiment que c'est pas réaliste, mais c'est que ce n'est pas la vérité. Okay? Et sur cette question, moi, je pense qu'ils se trompent. Parce que aucune fiction n'a le devoir d'être fidèle à la vérité. Je rappelle ici à tout le monde que les dinosaures dans Jurassic Park, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Et je comprends, ça parle d'eux, c'est normal que ça les heurte. Mais la trahison, elle est au cœur de l'activité artistique. Quand tu crées, tu coupes, tu ajoutes, tu tords, tu réinventes, t'as pas le choix. Pourquoi t'as pas le choix? Parce que la vraie fidélité au réel, à la vérité, c'est plate à mourir. Si moi, on me filme pendant une journée chez moi, puis qu'on dit voilà le réel, la vérité d'Hélène. Mais qui va avoir envie de regarder, moi, assise à mon ordi pendant 8 heures, qui se lève pour aller flatter mon chat, aller faire pipi, aller me faire un café? Qui? Quel est l'intérêt de montrer ça? Il n'y a rien de plus plate que la vérité du réel. Et c'est là que je ramène Get Back. Parce que c'est justement une œuvre, ce film documentaire de Peter Jackson, qui tente de s'approcher le plus près de la vérité, du réel. Et la réaction de la plupart des gens, depuis que le film est sorti, c'est plate. C'est plate parce que, oui, on voit des chansons qui sont créées en direct. À un moment donné, il y a quand même ce moment magique où Let It Be apparaît littéralement sous le clavier de Paul, alors que personne l'écoute. Tout le monde est en train de faire autre chose. C'est assez beau, c'est un beau moment. On voit Paul qui gère tout le monde au point que George décide tout simplement de s'en aller et de quitter le groupe. On voit les uns les autres dire qu'ils sont tannés. Il y a un truc mignon. On apprend qu'ils appelaient les chansons de George Harrison des Harry Songs. C'est cute. C'est cute. Alerte calembour. Alerte calembour. Ils en faisaient déjà du temps des Beatles. Mais ce qu'on voit surtout, c'est eux qui tâtonnent, qui jamment, qui cherchent, qui essayent. Et honnêtement, ça aurait pu être plié en 2 heures, pas 3 fois 3 heures. Parce que plusieurs fois, durant ce premier épisode que j'ai regardé, je me suis retrouvée exactement comme Yoko Ono est montrée, c'est-à-dire assise sur une chaise, au milieu du groupe, à avoir envie de lire un journal ou de tricoter, parce que le vrai, c'est pas si fascinant que ça. Veux pas. D'où cette conclusion à laquelle je suis arrivée. Plus tu te rapproches de la vérité, plus c'est plate, et plus ça ne peut intéresser que les fans. Et plus tu trahis, plus l'imaginaire fonctionne, plus tu as de chance d'intéresser le plus grand nombre à ta vision des choses. Et je vous la fais encore plus raccourcie. Toutes les images mentent, et c'est exactement pour ça qu'elles sont intéressantes. Ah, wow! Merci Hélène, vraiment.
Avant d'aller retrouver Godefroy, je tiens à dire que je me suis senti comme Yoko Ono le soir que je suis allé voir James Bond. Ah, à ce point-là? Ouais, j'avais envie de lire le journal à un moment donné. Vous avez pas eu une petite Non, larmichette? j'ai été déçu. Moi qui est un fan, là, mais... Ouais, mais c'est pas un vrai James Bond, c'est un film de Daniel Craig. C'est l'adieu à Daniel Craig. c'est ça. Puis encore une fois, je me suis senti à contre-courant. Puis je trouve ça lourd des fois. Mais non, c'est une joke. J'adore ça. Alors, Godefroy Larando! Oui, Fred! On vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Alors, à votre commande, à votre demande, j'ai lu systématiquement les journaux, même sans savoir si j'aurais une chronique dans la semaine. Ben non, mais ça, il faut faire ça pour être un bon citoyen, de toute façon. Balado ou non, là. Oui, mais de sélectionner, de faire une petite joke dans le coin. Oui. Oui, ça a été ma mission des dernières semaines. Et donc, je vous fais une petite revue de presse, revue des podcasts aussi, parce que je me nourris excessivement. Mais c'est bien ça, parce que j'ai pas le podcasts. temps, moi, d'écouter ça. Fait que je suis content de... Mais sais-tu... Hey, dites-moi, Godefroy, vous avez bien fermé la porte tantôt quand vous avez rentré le vélo? En haut, oui. Non, en bas? Et la porte extérieure, oui. La porte intérieure, non. OK, parce qu'il y a une petite fraîche. Continuez. Je vais la fermer, Fred. Non, allez-y. Mais les gens sauront que mon vélo est en sécurité. Ça, c'est important. Et les chats sont pas dehors? Oui. Non, ça, c'est OK, clair. Oui. parfait. Allez-y. Alors, Fred, le devoir de ce matin. Oui. Jeudi ce matin, donc j'ai du vrai papier avec moi. C'est pas seulement des trucs numériques. Hein. On est vraiment des... Sinon, vous avez froissé votre iPad. C'est la réalité. Et donc, on nous parle de parents au bout du rouleau. Simon, je sais pas si vous avez des enfants. Oui. Quel âge ont-ils? 14 ans, 7 ans et 2 ans. Ah, est-ce qu'il y en a un en CPE? Oui, ou, 2 ans et 14 ans. Non, seulement 2 ans. Êtes-vous en otage? Ben oui, je suis en otage, bien sûr. CPE syndiqué, donc en oui, grève? En grève, exact. Alors, vous faites partie des gens, peut-être, dont on a parlé dans le devoir d'aujourd'hui, jeudi, parents au bout du rouleau, entre les classes du primaire fermées à cause d'un cas, les tests de dépistage, la journée à prendre en congé pour soi-même ou pour ses enfants, et finalement, le socialisme qui nous rattrape, des grèves, des grèves générales illimitées. Moi, j'ai jamais travaillé dans un CPE syndiqué. Et donc, c'est quelque chose que je ne connais pas. Par contre, je connais bien la lutte des éducatrices. Ben oui. Et puis, donc, et de tout le personnel qui entoure les éducatrices. Et là, c'est ça la question. Oui, tout à fait. Et là, j'ai pas envie d'entrer en profondeur dans ce dossier-là. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a 43 000 enfants en ce moment qui n'ont pas de service de garde. Ajouter à ça tous les autres problèmes auxquels les parents Donc, pas sont... en grève, ils n'en ont pas. Non, ils sont en grève et ils n'ont plus accès. Ils ont perdu l'accès à cause de la grève. Il y a la CSQ aussi qui a son mandat de grève en main. J'avais simplement envie de répéter quelque chose. J'ai connu le travail des éducatrices. J'ai été éducateur longtemps. Là, je travaille avec eux maintenant comme gestionnaire. C'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est vraiment, vraiment extraordinairement gratifiant à cause du rapport avec les enfants, à cause de la subtilité, mais c'est un défi qui est tout en finesse. On ne met plus les enfants dans le coin, on les sort plus du local parce qu'on est fâché, alors que c'est ce qui se faisait il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et là, en ce moment, on a besoin de professionnels, on a besoin de gens sérieux, qui ont de la nuance, pas seulement des gens autoritaires. Quand les gens nous parlent de « ben voyons donc, t'as pas besoin d'une formation pour être éducatrice, voyons donc... » C'est des gardiennes. C'est des gardiennes. Il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent... C'est vrai, Fred, si tout ce que vous voulez, c'est un parking. Si tout ce que vous voulez, c'est un endroit pour vous permettre d'aller travailler, ce qui est pas niaiseux. Non. Et si vous êtes dans une famille où les choses vont plutôt bien, que vous ne faites pas partie des gens vulnérables, effectivement, le Québec pourrait s'en sortir avec des garderies de moyenne qualité. On a un premier ministre qui veut qu'on soit fier. Hein? Fier de toutes sortes de choses. Je ne parle pas ici du retour d'une équipe sportive dans une ville ou d'un méga projet de tunnel. Je parle simplement d'être fier. Pour que l'équipe arrive. Et lui accorde beaucoup d'importance à l'éducation, mais il faut comprendre aujourd'hui, je pense que c'est assez clair. Puis je me suis penché là-dessus cet été dans mon épisode spécial sur le CPE, à quel point le temps avant l'école est prioritaire, surtout avec les familles plus vulnérables, et qu'il y en a vraiment beaucoup des familles vulnérables au Québec, des familles dont les besoins sont de toutes sortes, et ça prend des éducatrices qualifiées. Et là, il faut comprendre une chose. Je l'ai vu, moi, Fred, des éducatrices vraiment compétentes travailler et en même temps étudier. Et là, maintenant, il y en a beaucoup qui ont fini d'étudier, puis ils sont prêts à faire un move, puis là, ils quittent. Des éducatrices qui ont 30 ans, 32 ans, 33 ans, 40 ans, et qui changent de domaine. Parce qu'ils sont écœurés. Et en même temps, les cohortes d'éducatrices cégepiennes sont vides. Ça, c'est depuis les années libérales. C'est le fait qu'on a désintéressé vraiment les gens de cette profession-là. Et indépendamment de la grève en ce moment, j'aimerais juste redire encore une fois à quel point 35 000 nouvelles places en garderie là, pour le Québec dans les prochaines années, une promesse comme ça me fait penser aux promesses qu'on avait eues à la deuxième vague. Le ministre Dubé qui avait dit « Terminer
les échanges entre les zones chaudes et froides. C'est fini, là, on arrête ça. Parce que je vous dis que c'est fini, ça va être fini. Non, il y a un problème structurel derrière. Il n'y a plus d'éducatrices. Si vous ouvrez 35 000 il y a un problème systémique. Tout à fait. Et ça commence, puis c'est tout mon podcast de cet été finissait là-dessus. S'il y a une chose qui est prioritaire, c'est de valoriser l'emploi d'éducatrices. Ça commence par des salaires qui ont de l'allure. Et donc, non, je ne suis pas syndiqué, Fred, mais je soutiens complètement les mouvements. Tu es un patron? Oui, je suis un patron. Je flatte un chat dans mon bureau en riant. Avec vos grosses bagues. Oui. La vie est difficile pour bien des parents. J'ai même des éducatrices dans mon CPE, dont les enfants sont dans un autre CPE et qui doivent prendre congé. Et là, je leur dis, est-ce que vous vous tournez vers vos politiciens pour qu'ils savent qu'à la fois, vous êtes plus capable, mais à la fois, vous voulez que les éducatrices aient ce qu'elles méritent. Et donc, j'invite tout le monde qui est à bout à prendre le téléphone, à écrire pour montrer que oui, on est derrière les éducatrices et que peu importe cette raison de la grève, là, qu'on soit rendu aux employés de soutien ou pas, mettre ça en haut de la liste, il n'y aura rien de sérieux au Québec en éducation tant qu'on n'aura pas un réseau solidifié et ça passe par des professionnels. Il n'y a pas de CPE, il n'y a pas de service de qualité sans des éducatrices de qualité. Bravo, God. Voilà. C'était clair. Bravo, Fred, aux éducatrices. Clair et son... Oui, mais c'est quand même, vous le répétez, c'est bien. Si je vous parlais maintenant de complètement autre chose, on arrive dans les podcasts du Daily, entre autres. C'est souvent mon accès aux États-Unis passe par le Daily, le podcast du... Moi, c'est en écoutant Radio-Canada. Du New York Times. La radio, Et pour l'Europe, il y a Mathieu Bock-Côté. Fred, Kyle Rittenhouse, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je dis Fred, mais tous les autres. Kyle Rittenhouse, est-ce que vous voyez qui c'est? Non. Vaguement. Vaguement, c'est un jeune de 17 ans qui a eu la bonne idée de se pointer à une manifestation qui elle-même était contre la brutalité, contre les personnes afrodescendantes aux États-Unis. Et il a eu la bonne idée de se présenter avec un AR-15. Oui. Donc, comme il disait à son procès, cette gentille arme à feu. Fred, pour assurer sa propre sécurité. Et là, l'avocat lui demande, parce que c'est un procès, parce que ce jeune Kyle Rittenhouse, 17 ans, avec son AR-15, comprenons bien qu'un AM-15, c'est une version civile du M16. Okay? Donc, c'est une arme semi-automatique longue d'à peu près 3 pieds. Donc, on se rend là-bas. Et là, ça se met à barder un petit peu. Et il y a un monsieur un peu spécial qui se met à faire des bêtises, qui crie et s'approche de façon menaçante avec un sac de papier dans sa main. Et Kyle Rittenhouse a le réflexe de se défendre et de le tirer à bout portant avec l'équivalent d'un M16. Et là, la population qui est autour, il y a une partie des gens qui est paniquée puis qui se sauve en courant, puis il y a une autre partie de la population qui fait « Hey, il y a un fou avec un gun, faut l'arrêter ». Donc, il y a un skater qui arrive et qui brandit son roulis roulant. Ça sonne pas très... Non, ça sonne pas dangereux. Ça dépend. Non. Ben voilà. Alors, il est en métal et affûté. Je vais faire comme un avocat un avocat de la défense, donc l'avocat de M. Rittenhouse. Et c'est un skateboard, Fred. C'était pas un roulis roulant. Et donc, c'est beaucoup plus menaçant. Bref, le gars menace l'homme armé avec un skate et l'homme armé, en légitime défense, tire le skateboard, le tue. Parce qu'il y a beaucoup de balles dans ce... Il y a beaucoup de balles dans ce fusil-là. Oui, et c'est assez simple à recharger, il paraît. Bon, ceci dit, je connais assez peu les armes à feu. Pas du tout, en fait. Mais non, ça ne nous intéresse pas. Fred, un bachelor party de mon nouveau beau-frère, qui n'est plus mon nouveau beau-frère, mais mon beau-frère américain, il y a quelques années, c'était dans les plans d'aller tirer du gun. Et j'avais dit, ça fait rêver. Ça me tente pas ben. Genre, j'ai pas envie de savoir c'est quoi le sentiment du recul d'une arme à feu. Peu importe, ça m'intéresse pas. On est à la même place. Et donc, bref, tue 2 personnes et une 3e personne qui est là-bas, qui est aussi quelqu'un qui croit aux armes à feu, qui a lui-même son arme, qui est un paramédic et qui se dirige vers les bruits et se rend compte que quelqu'un avec une arme sort la sienne. Et donc, Kyle Rittenhouse, encore une fois, menacé, le tire lui aussi, mais ne le tue pas. Bon, ça, c'est une des 2 histoires. Alors, on s'en va en procès. Évidemment, Kyle Rittenhouse est accusé de 3 meurtres, 2 meurtres et une attaque ayant causé des blessures. Et la défense de Rittenhouse, c'est légitime défense, dans les 3 cas. OK? Là, j'entends cette histoire-là, je me dis, mais voyons. OK, ça se peut pas. Ça se peut juste pas que le fait de te promener avec une arme, t'es menaçant, tu fais peur aux gens, les gens ont envie de t'enlever ton fusil, mais là, c'est suffisant, ça, pour te défendre. Et quelqu'un qui essaie de te prendre ton fusil, Fred, le gars disait en cours, comme un policier, j'ai eu peur de mourir. Ouais, pauvre Pete. Et donc, il a tiré à bout portant dans 2 personnes. Première histoire. Je vous épargne même les verdicts. OK?
Vous vous en rappellerez peut-être, mais bon, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Non. L'autre histoire, c'est l'histoire de Ahmad Arbery, qui est un afro-descendant aux États-Unis, en Georgie, qui courait dans la rue et qui, selon finalement ce qu'on comprend, c'est que c'est un jogger mal équipé, mais qui courait souvent, et il est entré dans une maison en construction. Oui, ça, c'est, on avait vaguement parlé à la balado il y a 2 ans. Le jugement est sorti en novembre. Le 24 novembre, je crois, le jugement est tombé. Cette histoire-là est vraiment très triste. C'est extraordinaire. Le gars courait, il est rentré dans une maison, un voisin l'a vu. C'est une maison en rénovation? Oui, c'est ça, en construction. Dans le fond, il n'y a comme pas de porte, tu peux rentrer. Et il est allé se réchauffer, on ne saura pas. Peut-être qu'il y avait des vilaines pensées. On le sait pas. Mais l'histoire, c'est qu'il est sorti, il a commencé à courir, et il y a 3 personnes du voisinage qui sont sorties armées en pick-up. En fait, un fils et son père. Oui, et une troisième personne qui l'ont poursuivi en pick-up, armé, et lui est à course. Il court, poursuivi par un pick-up. Je vous fais un résumé grossier, là, mais finalement, ils réussissent à le coincer en souricière. Il sort, à un moment donné, il y a un face-à-face. Il est avec 3 blancs. Il est noir en Georgie, et je ne suis pas dans sa tête, là, mais il fait un geste vers le fusil d'un des hommes, et l'homme le tire et le tue. Et qu'est-ce qu'on brandit comme défense? La légitime défense. Alors, j'ai même pas besoin de connaître, moi, la fin de ces 2 procès-là pour vous dire, si vous aviez besoin d'une illustration plus concrète. Tu sais, on dit, si tu te fais attaquer et que ça donne que tu as une arme et que tu réagis avec ton arme, il y a des chances que ton arme se retourne contre toi, que ton agresseur s'en serve. Là, dans ce cas-là, simplement d'avoir des fusils en circulation fait que il y a des gens qui, quand ils se sentent menacés, ils vont pas courir, ils vont tirer une balle. Tout à fait. Et si vous avez besoin d'un autre argument pour vous dire que fusil égale pas bon, je vous invite à en chercher. Moi, j'ai eu un choc à ce moment-là. J'avais pas réalisé, moi, qu'une personne armée pouvait se sentir menacée et tirer une première personne et ensuite en tirer une deuxième qui essaie de l'arrêter, puis une troisième. Et savez-vous, c'est quoi l'histoire là-dedans? Celui qui se sauvait en courant des 3 pick-up, qui est décédé, les 3 hommes blancs ont été trouvés coupables. Dans ce cas-là, ils n'ont pas réussi à plaider la légitime défense. Par contre, dans le cas de Carl Rittenhouse, qui a tué, il a été acquitté. Et a été invité par Donald Trump. Et c'est maintenant une vedette de la droite. Et j'avais lu un excellent article qui disait, avant tout, c'est surtout un kid avec un gun. C'est rien d'un héros, ni pour la droite, ni un bandit. Il faut faire attention comment les médias décrivent ces gens-là. Hein. Des fois, c'est délirant et c'est pas si mal. Quand on dit, Fred, que le Daily est parfois extraordinaire pour raconter des histoires, c'est 2 beaux exemples. J'ai été fasciné, mais j'ai été en même temps dégoûté. Dégoûté, puis c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre quotidien. Non. C'était au même moment où on entend parler quand même d'une hausse des crimes avec des armes à feu ici. On n'est pas dans la même mentalité, mais ça vaut la peine de s'arrêter 30 secondes. Le Thomas Trudel qui a été abattu, c'est mon garçon, le connaît. À cause de l'école, oui. Parce qu'ils allaient à la même école, pas au même niveau. Et mon garçon va dans ces parcs-là. Pour la première fois, là, j'ai réfléchi à tout ça. Parce que moi, j'ai tendance aussi à faire attention à l'enflure médiatique parce que c'est toujours spectaculaire quand Denis Coderre sort son cellulaire dans un parc pour appeler la police pour régler les choses. Là. Mais là, tu te dis, OK, il va falloir réfléchir. Puis c'est complexe, là, la circulation des armes à feu. Puis c'est pas juste des lois. Puis... Ouais, non, ce que j'allais dire, c'est que cette théorie là, de la légitime défense, elle est beaucoup née après Columbine. C'est devenu assez présent dans le discours médiatique, parce qu'on disait que si les jeunes avaient pu être armés à l'école, ce serait pas arrivé, ils auraient pu se défendre. Et donc, cette espèce d'idée là, très nauséabonde, elle continue à circuler, puis elle est devenue maintenant... Oui, j'ai eu un excellent cours à l'ENAP où on avait établi une théorie. Vous êtes vraiment rendu un patron, là, vous avez des cours à l'ENAP? J'en avais, j'ai terminé. Mais oui, un cours de RH à l'ENAP, c'était un cours particulièrement vraiment intéressant avec Dominique Morneau, un professeur génial, il faut que je le nomme. Mais il disait en fait que quand on fait toujours la même chose, plus d'une chose pour obtenir un changement et que ça ne marche pas et qu'on en met plus, c'est pas une bonne stratégie. Généralement, il faut changer de stratégie. Alors, des guns, ça fait plein de monde qui meurt.
plus de guns. Ah, OK, on constate ça fait encore la même chose. Bref, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à cette question-là. Je suis dépassé. Oui. Mais j'aimerais rester dans le domaine de la mort imposée à autrui. Oui! Parce que, Fred, dans les journaux de cette semaine, Fred, finalement, la ville de Longueuil a annoncé qu'on va devoir procéder rapidement à la capture et à l'euthanasie de nobles cervidés du parc Michel Chartrand. Oui. Restons un peu dans le mouvement syndical. Sérieusement, on parle de dizaines de cerfs qui vont être tués. Oui. Et c'est la majorité des cerfs du parc. J'avais pas réalisé ça. Je pensais que c'était, je sais pas, une gang. Il y en avait 30 l'année passée et au dernier recomptage, il y en avait 70. Et donc, on a comme attendu. On n'a pas eu le droit de les tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas question de les endormir, de les déplacer. C'est ça que les gens disaient. On ne peut pas les tuer. Est-ce que je me trompe ou Madame Maître Goldwater a pris c'est une militante végane. Oui. Écoute, le problème, c'est juste un petit peu trop assumé de les tuer directement. On n'aime pas ça, cette idée-là. On pourrait tout simplement, à la place, utiliser des stratégies qu'on a habituellement, c'est-à-dire développer le boisé. Faire des condos. Oui. Il n'y en aura plus de cerfs après. Non, et on les chasse. Et ça ne fera pas mal. Et on n'aura pas tué qui que ce soit. Alors, c'est des espèces de scrupules qu'on a parfois qui, moi, vraiment, j'ai l'impression de voir clair là-dedans. Là, c'est pas la nature, le parc Michel Chartrand. C'est une cage verte. Il faut la gérer. Parce que sinon, ce qui va arriver, les cerfs, si on laisse la nature aller, c'est pas la nature, mais si on laisse les cerfs se reproduire, c'est des gros herbivores. Hein? Ils vont manger tout ce qu'il y a. Ils mangent énormément. Et après ça, ils continuent à faire des bébés. Ils vont en avoir 140, 200. On va détruire un boisé. C'est un peu comme un virus, dans le fond, le développement des chevreuils. Vous faites des liens, Fred, qui m'intéressent beaucoup. Mais Fred, si on les laisse aller, à un moment donné, ils vont juste sortir du boisé. Ils vont aller manger les plantes des gens. Et là, attention, là, ça va réagir. Ils ont mangé mes vivaces. Ils ont mangé mes vivaces. Ça suffit. Non, Fred, d'ailleurs, juste pour faire ce que les cerfs pourraient faire, c'est quitter le boisé et se diriger au golf qui est juste à côté. C'est vrai. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce terrain de golf? Le golf du cerf. Le parcours du cerf. Voilà, ben oui. Et voilà. Ben oui. Le parcours du cerf risque de s'arrêter très bientôt. Si les cerfs broutent l'herbe d'un terrain de golf, ils vont mourir empoisonnés aux pesticides. Oui, ils vont aussi mourir parce quelques minutes. Les gens ne toléreront pas qu'un cerf soit sur un green. Non, on tolère les outardes. Pour parfois tenter du bâton, quand on joue très tôt le matin, on peut des fois driver au travers d'un petit groupe d'outardes. Oui, et on peut même marcher dans du caca d'outarde. Et oui, qui ont la caractéristique d'être très gros. Tout à fait, oui. Étonnamment. Oui. Mais j'avoue que des chevreuils, ça serait too much. Oui, et donc Fred, est-ce qu'on pourrait assumer un tout petit peu, gérer la situation? Oui. Moi, vraiment, j'ai aucune... Mais je comprends que les gens sont révulsés parce que c'est cute. Ben oui. C'est des Bambi. C'est des Bambi. Puis on veut pas que les animaux jolis meurent. Oui. Alors que les crocodiles... Les moches, ça, c'est pas grave. Mais ceux qui restent, Fred, on veut qu'ils soient en santé. C'est vrai. Parce que si on les laisse mourir de faim, il y a des gens qui disent on pourrait leur faire un zoo. Oui, mais... Ils vont... Quelle sera la qualité de vie dans un zoo? Totalement. Et comment on va contrôler la population dans un zoo? Exactement. On va les stériliser? Oui. Ben, c'est ça qu'il faut faire dans la forêt là-bas. Oui. Voilà. Là-bas, la forêt Michel Chartrand. Mais là, Catherine Fournier, jeune mairesse, avec un groupe de jeunes autour d'elle, elle va tout régler. Oui. Parce qu'elle est jeune. Ah. Voilà. C'est un message d'espoir. Totalement. Alors, laissez-moi continuer avec un peu moins d'espoir, Fred. Parlant de cervidés et de... ils sont trop nombreux à Longueuil, mais en plus, Fred, nos cervidés d'Amérique du Nord sont porteurs de la COVID. Vous avez vu ça? Oui. C'est pas moi qui... Parce qu'ils ne respectent pas les gestes barrières. Absolument. Non. Ben, c'est comme des enfants en CPE. Oui. On essaie... Hey, 2 mètres. Non, nous, ils écoutent pas. Non. Ils écoutent pas du tout. Mettre leurs sabots dans leur nez. Pas. On savait, Fred, que le tiers des cerfs de Virginie de l'Est de l'Amérique du Nord étaient porteurs, avaient des anticorps de la COVID, donc ils l'avaient attrapé à un moment ou à un autre. On en a trouvé en Estrie, tout simplement. On a donc fait un petit échantillonnage. Est-ce que c'est dangereux? Ben, évidemment que non. À moins de faire des choses avec un cerf. Oui, et bon, c'est ça. Bon point, Fred. J'avais pas pensé. Hein? Mais disons, si on y allait avec le gros bon sens. Oui, allons-y. Rien de spécial avec les cerfs. Ça peut, par contre, servir de réservoir de variants. Ah! Et là, c'est le vrai problème. Et là, mais attendez, ça peut jumper. Alors, Fred, comme on le dit. J'en arrive là au nœud pas au nœud. N'ayez pas peur, Fred, ma chronique achève, mais à un élément. J'ai peur de rien. Le nœud des nouvelles cette semaine, c'était le variant
Omicron. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et Omicron, vraiment, quand j'ai vu ça sortir, j'ai eu un sentiment de dépression qui m'a moi aussi. vraiment intense. Moi aussi, vraiment. Dure semaine. Et là, je me suis dit, Pareil. je peux pas faire une chronique là-dessus. Bien que je pense que mes moments les plus forts de chroniqueur, là, de trip, ça a été quand on était dans la COVID. pleine dépression. Chaque semaine, là, 30 minutes à la COVID, j'ai trippé. Mais là, je me disais, je veux vous préparer quelque chose quand même qui ne sera pas ce que vous avez déjà entendu depuis le début. Alors, voici ce que j'ai essayé. Qu'est-ce que vous savez de cette chose? Enfin, un petit tour de table. C'est apparu, on l'appelle le variant d'Afrique du Sud, mais c'est une erreur parce qu'on ne sait pas du tout s'il est apparu en Afrique du Sud. On a juste répertorié beaucoup de cas. En fait, il a été tracé en Afrique du Sud parce qu'ils ont un système de traçage très précis. Ils ont constaté une hausse vertigineuse. Donc, on était dans un creux de vague là-bas, là, vraiment très, très bas, et on est passé de un millier de cas environ à une trentaine de mille en une semaine ou deux. Il y avait quelque chose de louche. Puis ici, nous, on se demande si... En fait, le premier ministre se demande si la santé publique va nous laisser faire des gros parties à Noël. Nous, on est rendu là collectivement. Okay. Mais ça, c'est vraiment intéressant, en fait, parce que la nouvelle est sortie par un groupe de scientifiques et non pas par la santé publique de leur pays ou encore les politiciens. C'est des scientifiques qui ont levé la main, qui ont publié des résultats, et ce qui fait que l'information a circulé. Donc, parce que sinon, on l'aurait jamais su. On l'aurait peut-être su, mais d'une autre façon. Est-ce qu'ils sont en élection l'an prochain aussi en Afrique du Sud? Je ne sais pas. Ici, je crois que oui. C'est pour ça qu'on devrait avoir un Noël à 25 personnes minimum. Et donc, Fred, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on sait? C'est dangereux? Oui, en fait, ça a l'air de se transmettre plus. Sur papier. Et que les vaccins sont plus ou moins efficaces. Sur papier. C'est ça, on sait rien, en fait. Il me semble que c'est pas dangereux. Non? On le sait pas. On le sait pas. On le sait pas, sinon. Ceux qui disent qu'il y a des gens qui affirment qu'il y a des indices en Afrique du Sud que le taux de létalité est plus bas. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de cas. Donc, les gens l'attrapent, mais... Mais sauf que la population qui a été atteinte massivement là-bas sont des jeunes. On sait très bien que ce pas eux autres qui tombent malades. Mais non. Ensuite, il y a des caractéristiques locales de la population qu'on ne retrouvera peut-être pas ailleurs. C'est possible que ce soit un variant. C'est déjà arrivé avec d'autres variants, je ne le savais pas. Des variants qui ont émergé, qui ont semblé prendre d'emprise certaines régions du globe et qui sont restés là. Alors, il y a certains endroits où des variants correspondent à la population, mais pas au reste du globe. Donc ça reste vraiment à voir. Ensuite, l'évasion aux anticorps, ça va être attesté. On parle d'à peu près 2 semaines pour savoir en éprouvette ce que ça donne. Ça va nous donner un indice de ce qui va se passer en réalité. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ces mutations-là. D'où viennent-ils? Parce que ce virus, ce variant Omicron, possède un nombre de mutations absurde. Il y en a vraiment beaucoup plus. Puis tout autour de la pointe. Il est très agile. Ça, il est très, très dans l'air du temps. Il est agile. Oui, il pourrait être dans l'équipe de M. Fitzgibbon. Oui. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'éthique, ce virus-là. Alors, il est doublement bienvenu dans l'équipe de M. Fitzgibbon. Fred et les amis, comment est-ce qu'un virus peut muter autant alors que c'est pas ça qu'on voit d'habitude? D'habitude, on voit une mutation, une deuxième. Voici. C'est possible que le virus ait muté tranquillement sans que les étapes intermédiaires aient été détectées. Donc, une petite mutation, une autre. Puis éventuellement, l'ensemble de ces mutations-là fait que, l'épidémiologie de ce variant fait qu'il y a beaucoup plus de monde de malades. On le remarque. Et là, tout à coup, on remarque la trolley de mutations. Assez peu probable, selon ce que j'ai lu. Deuxième option, ça nous ramène un peu à notre population de cerfs de tantôt. C'est possible que le virus, et là on le sait, on a compris que le virus passe des animaux aux humains. C'est arrivé quelque part, sans doute en Chine. Est-ce que ça vient d'un animal intermédiaire, de la chauve-souris? Il y a des théories très difficiles de le vérifier, entre autres. Pourquoi? Parce que les données brutes qui auraient pu être recueillies en Chine au tout début de la pandémie sont inaccessibles. Donc, inversement, contrairement à ce que l'Afrique du Sud a fait, la Chine, elle, a plutôt fermé l'information. On l'a su des semaines plus tard, ce qui est en train de se passer. Mais donc, on sait aussi que le virus peut passer de l'humain à des populations d'animaux. Notamment, il y a eu des cas de visons. Et donc, il y a eu des abattages de 18 millions de visons. Je crois que c'est au Danemark, en Europe. Il y a eu des tigres aussi. Il paraît qu'à Westmount, les gens pleuraient en voyant les visons être abattus comme ça. Oui, je pensais qu'ils étaient... Bon, non, parce qu'on ne peut pas faire de manteau avec. Je continue. Il y a plusieurs animaux qui ont des caractéristiques qui font qu'ils sont plus à risque. Les félins, supposément, pourraient... Donc, c'est pour ça qu'il y a des... Mais ils sont très mignons. Ils sont très mignons, mais c'est pour ça, à force de vivre avec nous, ils ont des caractéristiques qui font que, entre autres, le virus peut se... Bref, quand le virus entre dans une population,
et principalement là, une grosse population. Donc, si par exemple, il rentrait dans une population de cervidés en Amérique du Nord, il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, il côtoie les humains dans certains parcs particuliers. Et là, le virus peut... On s'en rend pas compte du tout. Donc, on n'a aucune idée s'il ne serait pas dans certains bovins en ce moment ou ailleurs. Et le virus mute. Et le fait qu'il soit dans un animal, évidemment, il rencontre toutes sortes d'anticorps qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on a. Et si jamais, ce que les Américains et les Anglais appellent un spillback, c'est-à-dire comme une éclaboussure à l'envers, c'est-à-dire une fois que le virus se déverse vers les animaux, reste là-dedans un certain temps et ensuite rejaillit vers l'humain, il peut avoir toutes sortes de caractéristiques vraiment bâtardes, notamment des mutations additionnelles comme le variant Omicron présente. Le dernier, et c'est sans doute celui-là qui est le plus plausible, c'est que le virus soit entré dans, et on avait parlé de ça au tout début de la pandémie, dans une personne immunosupprimée. Et là, ce qui se passe, c'est que la personne est envahie par le virus, développe des anticorps. La personne ne meurt pas, mais les anticorps ne sont pas tout à fait suffisants pour éradiquer le virus. Le virus... Ils sont un peu poches. Le virus, Fred, tout ce qui était ciblé par les nouveaux anticorps meurt, mais pas tout. Et donc, il y a une sélection naturelle des virus les plus puissants, les plus nouveaux, dans la personne même. Et elle n'est pas obligée de le donner à quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin d'une population entière pour avoir une mutation, un cycle de mutation, un autre cycle. D'habitude, c'est ça qui se passe. C'est d'une personne à l'autre que les mutations s'additionnent. Dans ce cas-ci, c'est au sein même d'une personne, parfois pendant des mois. Et là, le virus sort, et là, il y a 25 mutations, et malchance, ces mutations-là, ils ont été entraînées pour évader toutes sortes de stratégies de cet humain-là. Et si ça correspond à des points faibles d'une population, le feu prend. Et c'est sans doute ça, Fred. C'est sans doute de là que vient ce bon vieux Omicron. Fred, j'aimerais ça... Est-ce qu'on avait l'extrait ou pas? Oui, j'aimerais ça. Sorti un. Pour ceux qui sont... Pour ceux qui sont un peu déprimés par Omicron, j'aimerais ça déconstruire un peu dans votre tête. Connaissez-vous le groupe québécois Omnicron? Qui a disparu. Qui a disparu, contrairement au virus. Variant. Et par contre, ils ont le tour de vous rentrer des ritournelles dans la tête. Il y a certaines ritournelles. Moi, quand j'entendais Omicron aux nouvelles, je pensais systématiquement à certains refrains. Toi aussi, Fred? Oui, tout de suite. Allez-y. Je vous propose de vous rentrer ça dans la tête. Omnicron! Sirop pour la toux, que j'aille le rhume ou pas. Pas capable de m'arrêter, tu fais juste me regarder. On a beaucoup écouté ça. Et il y a un autre extrait, Fred, où on entend Omnicron. Oui. Et j'entends ça maintenant à chaque fois. Ce salaud d'Omnicron. Je m'excuse même pas, les sauts fucking gabots. Les sauts un peu crapauds. Tout ce que de ma tête va dans la tienne. J'avance dans ce monde comme j'étais humaine. Pour qui tu te prends? Merci, God. Il vous rajouter un petit quelque chose, comme vous aviez la face de quelqu'un qui n'a pas fini. J'ai pas toujours cette face-là. Oui. J'ai jamais fini. Mais il y avait un élément important, Fred, c'était... Je vais aller entendre Simon. Oui, il y a un consensus, Fred, sur le fait que les restrictions de voyage qui sont arrivées super rapidement sont non seulement sans doute inefficaces, mais en plus peuvent servir de justificatif pour d'autres pays de ne pas être transparents. Et donc, c'est comme si l'Afrique du Sud avait été punie parce que finalement, les restrictions de voyage et de déplacement qui sont abattues sur l'Afrique du Sud, c'est un peu comme un AR-15 qu'on vous brandirait au visage. Et ça fait réfléchir. Et tout à fait. Hey, merci, God, vraiment. Bon, Simon, enfin. Ben, enfin, non. C'était super. Non, c'était super. Moi aussi, j'étais tanné. C'est parce que je sais qu'Alain doit s'en aller. Non, mais ça va. OK. Moi, c'est ça qui me stressait parce que vous ne saviez pas, God, mais j'avais des directives de gens autour de la table qui doivent quitter. Incroyable. Simon qui est très occupé, mais on va prendre le temps parce que parce qu'on a vu, Camille Gascon, vous joignez à la conversation, on a vu Je suis un produit. Je suis un produit. Je veux qu'on vous resitue, Simon Boudreau. Vous avez étudié l'interprétation, Collège Jean Legroux. J'ai fait mes devoirs. Oh, bravo. Comédien, marionnettiste. Oui. Auteur, metteur en scène, vous avez fait de l'impro aussi. Beaucoup de gens vous ont connu à l'impro. Oui, vous êtes une vedette de la LNI, des grands duels de la LNI. Vous avez remporté en 2011. Oui. Vous avez joué avec... en fait, vous avez joué dans Assoiffé de Waji Mouawad, l'Énéide d'Olivier Kemed. Oui. Vous avez fait du théâtre jeunesse également. God!
Godefroy, vous avez amené un de vos groupes. Oui, il y a très très longtemps, un groupe, alors que j'étais éducatrice, on est allé voir le capitaine Aurébi Fabulo. Oui, exact. Et c'était l'affaire. Moi, j'adore Simon, vraiment. Je l'ai jamais vu au théâtre, mais à l'impro, vraiment, c'était une vedette dans mon cœur. Et c'était un gars hilarant. Et sa pièce de théâtre pour les enfants, c'était tellement flyé. Et les enfants adoraient ça. Et nous, on avait juste envie de retomber dans les affres de la drogue en sortant de ça. Et là, c'est drôle parce qu'en préparant l'entrevue, je suis retombé dans une... Vous avez été finaliste pour le prix du gouverneur général? Oui. 2014, je crois? 3 fois, je pense. Oh là là! Mazette? Non, mais je ne l'ai pas gagné. Non, c'est correct. Le magazine de l'actualité vous avait demandé... Où a commencé ce désir-là d'écrire, de raconter des histoires? Et vous avez rappelé que c'était dans la cour d'école, où vous racontiez vos rêves à vos amis. Oui, exact. Et ça devenait des événements de récréation. Oui, en fait, au début, ça avait commencé d'une façon un peu étrange. J'étais quand même un enfant bien timide, très renfermé sur lui-même. Puis j'avais un ami à qui j'avais raconté mon rêve. J'avais rêvé à lui. OK. Tu sais, j'avais dit, je t'ai vu dans mon rêve. Et lui, il était bien emballé de ça. Puis... en fait, il devenait un personnage. Oui, il devenait un personnage. Puis il trouvait ça fascinant. Fait que là, un autre ami fait, hey, moi, j'étais dans ton rêve. Non. Là, il y a eu des commandes. Merde, j'ai pas fait. Et le lendemain, je me suis mis à inventer des faux rêves. Où là, je voyais ah oui, toi, tu faisais ça, toi, tu faisais ci. Puis là, j'ai comme vu le pouvoir du récit. Ouais. Et donc, ça m'a permis d'arrêter de me faire battre dans le cours d'école. Non, c'est pas vrai. Mais ça m'a permis d'avoir une place, de gagner une place tout d'un coup, autre que celle de l'enfant timide. Ouais. Et donc, ça m'a amené à l'improvisation, ça m'a amené donc à l'écriture, à l'invention d'histoires. Ouais. Voilà. Et une rencontre aussi adolescent avec le théâtre de Robert Gravel. Oui. Ça va être marquant. Oui, vraiment. Robert Gravel, c'est un artiste que j'aurais rêvé de rencontrer. Mon plus grand drame, c'est que quand j'étais à l'école de théâtre, moi, dans ma tête, j'allais rentrer à la LNI, j'allais rencontrer Robert Gravel. C'était comme... J'attendais juste ça. Et tout allait se dérouler par la suite. Je sais pas quoi, mais j'allais rencontrer cet homme-là que j'idolâtrais. Et il est décédé 1 an avant que je termine l'école de théâtre. Et donc, quand j'ai fini l'école de théâtre, je suis effectivement rentré à la LNI, mais ça faisait 1 an que Robert était mort. Et ça, pour moi, là, j'ai vécu sa mort comme un deuil de professionnel, un deuil de rêve, de fantasme. Non, je peux comprendre. Moi, je l'ai pas connu parce que j'ai pas étudié en théâtre, mais moi, mes premiers souvenirs de télé, c'est La boîte aux lettres. Avec Robert Gravel, il y avait Francine Ruel et Dorothée Berryman. Et Robert Gravel, je veux dire, j'étais... Et après ça, moi, l'impro aussi, c'était bien important. Moi, quand j'étais jeune, c'est le rire qui m'a sauvé parce que j'étais timide. J'avais des lunettes, tout ça. Fait que c'est pour ça que votre histoire, je me suis reconnu là-dedans, que ce pouvoir-là qui nous révèle. Moi aussi, j'étais timide. Mais c'est tout. Il n'est pas arrivé d'autre chose. Bon, merci God. Et là arrive, est-ce que c'est Sauce Brune qui est la pièce qui a un peu... qui m'a fait connaître comme auteur, vraiment, c'est Sauce Brune. Où vous donniez la voix à 4 femmes qui normalement n'ont pas cette parole-là. En fait, ça se passe dans une cantine d'école secondaire, puis j'avais décidé de créer une langue que j'appelle un québécois surréaliste, où j'utilisais le plus de sacres possible comme verbe, adverbe, adjectif, et donc ça devenait une espèce de mélodie. Et j'avais créé aussi une hiérarchie des sacres parce que la pièce traite aussi du pouvoir, la hiérarchie, si on veut. Et donc la chef cook avait le tabarnak, et c'était donc et celle qui était en bas avait seulement hostie Chris, puis quand elle était vraiment wide, elle disait calice. Fait que c'était vraiment il y avait une hiérarchie que le public connaissait pas mais qui créait une musicalité. Bon. Et là vous êtes en résidence d'écriture à la Licorne? Oui. Bon, parlez-nous de ça un peu parce que je sais qu'on l'entend souvent dans les entrevues, on entend souvent cet artiste-là est en résidence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un créateur ou une créatrice d'être en résidence dans un théâtre? Moi, je cherche encore la réponse. Non, c'est pas vrai. Non, ben en fait, une résidence, c'est comme une main tendue, c'est comme un intérêt. C'est comme dire, tu peux venir utiliser... Ben, il y a plein de choses concrètes, comme je peux aller écrire là si je veux. Mais surtout, il y a un premier œil extérieur. Tu sais, OK, je vais lire. De quoi t'as envie? C'est quoi ta prochaine pièce, ton envie? Juste d'avoir un interlocuteur, juste de dire, j'ai envie d'écrire là-dessus, mais je sais pas encore quel angle. Puis là, la personne va te poser des questions. Et aussi, quand la pièce prend forme, c'est une première... il
y a une porte ouverte à dire, ben, ton travail nous intéresse, donc cette ça nous veine-là, intéresserait. Vas-y, c'est intéressant. Ça nous intéresserait de le co-diffuser ou de le produire. Donc, il n'y a pas de garantie que la pièce soit présentée dans les murs de la licorne. Non. Mais c'est comme un accompagnement presque dramaturgique. Oui, un accompagnement dramaturgique. Okay. Il n'y a pas de garantie, mais il y a un désir de travailler avec. Oui. T'sais, on peut arriver peut-être en bout de ligne, hey, cette pièce-là que tu as écrite finalement, elle ne correspond pas à ce que la licorne veut faire, mais quand même intéressante. Tu peux essayer de la proposer ailleurs. Mais je te dirais dans 99,9% des cas, il y a un intérêt à l'accueillir à la licorne, bien sûr. Et là, Je suis un produit, l'élaboration a duré plusieurs années. Ben en fait, ça a commencé 1 an avant la pandémie, donc il y a 15 ans. Et, dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant. Mais donc, puis la pandémie m'a arrêté en cours d'écriture. Et tout le monde dit, la pandémie, c'est parfait, tu vas pouvoir écrire. Moi, je sais pas comment les gens l'ont vécu, mais moi, ça a été... Non, il y a 2 camps. Hein? Ouais, moi, je suis dans le camp de ceux que ça n'a pas fonctionné. Non, je comprends. Et donc... Allô, Simon. Allô. Et donc, j'avais un deadline. J'avais un deadline fixé par moi-même où je me disais, je veux l'écrire. J'avais quelques scènes, j'avais la prémisse de départ. Puis j'ai décidé finalement de travailler d'une façon... J'ai jamais travaillé de cette façon-là, de demander aux acteurs... J'ai approché 5 acteurs, les 5 qui jouent finalement, dans la pièce, mais en leur disant juste... On va les nommer Éric Bernier, Alexandre Dano, Louis-Olivier Moffett, Ouda Riani et Catherine Ruel. Oui. Donc, j'ai approché ces 5 acteurs, actrices formidables-là, et je leur dis, voulez-vous travailler à un laboratoire? Je ne sais pas ce qui va arriver avec la pièce, mais juste comme lire les scènes puis jaser. Puis donc, ça s'est fait par Zoom, vu pandémie, et donc, on lisait des pièces, on jasait des thèmes. Tu sais, il y avait quelque chose de bien... décontracté, décomplexé. Puis moi, ça me poussait dans le cul aussi. On me disait, OK, on se revoit le mois prochain. Fait que là, j'écrivais d'autres scènes. Il y avait des dates de tombée, il fallait avancer. Oui, fait que ça m'a permis vraiment d'écrire avec eux. Et vous dites que vous aviez une idée, parce qu'une des pièces, je ne sais pas si c'est la pièce précédente directement, qui était Aziz? Non, la pièce précédente, c'est Comment je suis devenu musulman. Voilà. Bon, on va en parler tantôt, mais Aziz, il y avait cette idée-là de réfléchir un peu sur... C'est pas le même angle, mais sur la surcommercialisation, sur la pression du système économique sur la vie des individus. Oui, mais vraiment d'une autre façon. Oui. C'était plus... Aziz, il y avait quelque chose sur le clash des classes sociales, sur la hiérarchie. Encore la hiérarchie, c'est un thème qui m'habite beaucoup. Puis sur la difficulté des fois, que même avec plein de bonnes intentions, on peut arriver puis foutre la merde. C'est-à-dire le personnage dans Aziz, c'était un jeune étudiant qui se ramasse dans un centre de tri où il y a un peu de magouille, si on veut. Puis lui, plein de bonne volonté, veut changer ça. Il veut que ce soit pur, il veut que ce soit... Mais moi, je dis, il est un peu comme un casque bleu en Afghanistan à l'époque. Fait qu'il arrive avec ses gros sabots, il veut tout changer, mais dans le fond, il déconstruit tout en voulant aider, il fait plus de mal parce qu'il n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe réellement à l'intérieur des gens. Aziz, on était carrément dans une autre, disons, en termes de hiérarchie, de classe sociale, on était totalement ailleurs parce que c'était l'armée du salut, en fait. Alors là, qu'on se retrouve dans un bureau de marketing très... c'est autre chose. Oui, mais parlons, installons un peu la pièce. Donc, c'est Jeff, qui est joué par Éric Bernier, qui est qui est incroyable. Oui, vraiment. Jeune entrepreneur dynamique, que sa firme de marketing... On va aller écouter un petit extrait. Puis je vais vous me parler de l'extrait aussi, parce que le propos est là, mais... il y a une répétition. En fait, c'est pas le même contexte. Oui, je sais. Je m'en doute. Je suis pas calme. C'est sûr que vous, dans la vraie vie qui nous intéresse pas, vous la regardez pas, la télé québécoise. C'est un détail. C'est vos affaires. Votre vie, on n'a pas besoin de savoir ça. Vous avez juste à dire que vous regardez quelque chose qui joue présentement, là. Hein? Je sais pas. J'en ai pas qui me vient. Je la regarde pas, moi non plus. Anyway. Au pire, vous dites Guylaine Tremblay. Elle doit bien jouer dans quelque chose quelque part. Radio-Canada. C'est juste que vous ayez l'air de la madame immigrante, heureuse d'être ici, qui a encore son accent tellement adorable, intégré à notre culture sans qu'elle ait perdu ses racines, right? Vous avez juste à dire que vous écoutez telle émission avec telle actrice qui est tellement bonne, puis vous écoutez ça en préparant vos vermicelles de riz. Alors, c'est donc le Jeff, c'est Éric Bernier qui est vraiment extraordinaire. Ils sont tous très bons, mais Éric... il y a un rôle central. Central puis exalté. Oui. Très physique. Très physique, Très physique, puis avec des lignes pas possibles. Et ça, c'est au début de la pièce. Vous nommez Radio-Canada. Ouais, j'ai osé. Pour cette espèce de récupération de la diversité. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Ben, en fait, je nomme Radio-Canada comme je nommerais un peu n'importe quoi. C'est un peu en termes de référence. Tu sais, je suis pas en train d'accuser Radio-Canada. Là, tu sais, c'est pas pour moi un essai où je ne veux pas brandir. C'est ça, je reprocherais à Radio-Canada, mais je trouve que c'est une référence claire que tout le monde va comprendre, va catcher. C'était vraiment ça que je voulais aller chercher. Oui, je comprends. L'élément déclencheur, c'est l'embauche de Gianne, qui est jouée par Ouda Riani. Et on sent que, dans le fond, on l'embauche. La firme de marketing l'engage pour embellir son image, pour montrer qu'elle est ouverte. Pour être l'image de la diversité, en fait. Pour être l'image de la diversité. Allez-y, Camille, parce que je sais que il y a certaines choses que vous avez envie d'aborder avec ce personnage-là. En fait, juste pour mettre la table, en fait, c'est que ce personnage-là décide de porter le voile pour être l'image de la diversité qui soit immédiatement reconnaissable, en fait. Et puis, la firme s'est fait accuser d'être trop blanche et donc décide d'embaucher cette femme qui s'avère être très efficace dans la firme. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, parce que dans vos pièces, Aziz et Sauce Brune, vous donnez la parole aussi à des gens qui n'ont pas la parole nécessairement dans l'espace public. Mais là, vous le faites avec une femme immigrante, mais qui ne va pas décider d'enrayer la machine ou d'aller à contre-courant. Qui va carrément reprendre les rouages de la machine à son propre... à son propre profit. Profit, mais en même temps, on comprend que ce personnage-là, au départ, elle essaie de trouver un job, elle essaie de trouver un emploi, elle n'y arrive pas. Fait qu'elle se ramasse un peu devant le problème de « faut bien que je mange, il faut bien que je vive ». Et elle n'arrive pas à se faire engager, à se faire reprocher vaguement qu'elle n'a pas l'air trop... êtes-vous arabe? Ça paraît pas. Puis on lui reproche même d'être surdiplômé. Oui, on lui reproche d'avoir un doctorat. Ça fait beaucoup un doctorat pour vous engager. Écrivez donc, vous avez juste fait une maîtrise. Fait que, tu sais, elle se fait quand même dire des affaires de même. Puis à un moment donné, elle veut travailler. Fait qu'elle décide, de rentrer dans le système. Et elle va tellement bien réussir que finalement, c'est elle qui se retrouve. Bon, on va pas tout dire, là, mais bref, oui. Mais je trouvais qu'il y avait quand même un certain cynisme qui se dégageait de ça. Je sais pas si le mot est trop fort, mais malgré le rire, parce qu'on rit franchement. Oui, il y a un certain cynisme. Une désillusion. Ben, en fait, c'est que moi, ça m'intéressait d'aborder ça de différents angles, de donner parole un peu à tout le monde, mais que c'est important pour moi que les personnages soient des êtres humains. Fait que c'est-à-dire avec leur imperfection et avec aussi des fois m'emmener des obligations de vie, puis de faire, on veut bien être pur, on veut bien se dire, défendre des grands thèmes, des grandes valeurs, mais à un moment donné, il y a les il faut se loger, nourrir, à un moment donné, il faut que je réussisse moi aussi à m'en sortir dans cette vie-là, et comme être humain, il y a tous des petites bassesses qu'on va peut-être faire. Puis tous les personnages, c'est important pour moi qu'on les voit autant positifs que négatifs et que les spectateurs se retrouvent devant justement au départ des stéréotypes, mais que plus la pièce avance, plus on se ramasse dans une zone de gris. Ça m'intéresse, moi, la zone de gris. Je trouve qu'on vit dans un monde où on aime ça polariser, alors que c'est tellement nuancé, la vie, les thèmes, la réflexion. Fait que donc, c'est ça qui m'intéresse d'aborder, et qu'à la fin du show, les gens sortent et se disent « lui que j'haïssais, à un moment donné, je trouvais qu'il avait raison. » Parlons d'Ouda Riani. Oui. Parce que c'est... comment elle arrive dans la pièce? Parce que c'est sa première apparition... sur une de nos scènes. Sur une de nos scènes. C'est une vedette. Marocaine. Une vedette de fou. Est-ce que j'ai compris qu'elle... c'est un peu la Chantal Lacroix. Pas la Chantal Lacroix, mais elle a animé de nos suivants. La version... Oui, la version marocaine de nos suivants. Oui, c'est parce qu'elle a une grande carrière au Maroc. C'est-à-dire elle a joué dans 25 films, téléfilms, 15 séries, sitcoms, 20 pièces de théâtre. Elle a animé aussi 2 téléréalités. Fait que tu sais, c'est vraiment... Tu sais, quand des Marocains ou des Arabes la voient sur la rue, tu sais, ils s'arrêtent, puis ils vont y parler, puis ils veulent un autographe. C'est vraiment une star. Et comment vous faites comment vous la découvrez? Comment elle se retrouve dans cette pièce? Moi, c'est pendant ma dernière pièce, comment je suis devenu musulman. C'est-à-dire que j'avais besoin d'une coach d'arabe. C'est-à-dire, j'avais pensé à Ouda Riani, que ma blonde, qui est marocaine, connaissait. Puis elle me disait, mon Dieu, c'est tellement une grande star. Sauf qu'elle était comme trop jeune pour le rôle de la mère, puis trop vieille pour le rôle de la fille. Fait que ça ne fonctionnait pas en termes de casting. Sauf que dans mon casting, j'avais une Tunisienne, un Égyptien, puis une Marocaine de 2e génération qui ne parlait pas vraiment arabe. Puis j'avais plusieurs répliques en arabe. Puis là, j'étais là, j'aimerais ça que l'arabe, au moins, il soit vraiment l'arabe marocain. Fait que donc, j'avais engagé une coach d'arabe marocain qui était Ouda, en étant une actrice aussi pour être capable de bien les diriger. Fait que donc, c'était elle qui était là comme coach d'arabe. Le fait de ça était formidable. Puis moi, ça a été une rencontre d'artistes aussi. Puis quand j'ai eu l'idée de cette pièce-là, j'en ai parlé tout de suite. J'ai dit, veux-tu aller prendre un café? J'ai une idée de pièce, il me semble. J'aimerais ça que tu joues ça. Ça t'allume-tu? Ça marche-tu? Fait que là, j'ai dit cette idée-là de
personnage qui cherche une job puis qui met un voile, alors que dans la vie, elle ne porterait pas de voile. Ouais. Puis elle est partie à Ray, elle a dit « Ah, mon Dieu, je trouve ça extraordinaire, je veux jouer ça, j'embarque. » Fait que donc, elle était là dès le départ. Fait que c'était cette rencontre-là qui m'a amené à cette pièce. Et là, vous avez... Camille, vous voulez rajouter quelque chose? J'ai une petite question parce que ça fait 2 fois, en fait, que vous faites des pièces, marquées par... J'aime pas beaucoup le terme qui est un peu fourre-tout, mais la diversité, on va dire ça comme ça. Puis vous parliez tantôt qu'il y a finalement beaucoup de zones grises, puis je trouve qu'en ce moment, le théâtre, les artistes, on n'échappe pas eux-mêmes au marketing parce qu'il y a beaucoup de questions de ça. Doivent se vendre, notamment auprès des subventionnaires du Conseil des arts du Canada, qui est très sensible à la diversité, très prompt aussi à mettre de l'avant cette étiquette-là, si on peut dire. Puis je me disais, votre spectacle aborde la récupération de l'idée d'inclusion, de la diversité, et en même temps, a à quelque part bénéficié, si je peux dire, de cette diversité-là. Vous êtes notamment subventionné par la Fondation Cole qui subventionne des spectacles qui mettent de l'avant cette question-là. Je me demandais comment vous viviez comme artiste avec ce paradoxe-là dans lequel vous êtes vous-même... Je te dirais que pour la première pièce, c'est là que j'ai eu le plus de malaise, comment je suis devenu musulman, mais qui partait vraiment de mon histoire personnelle, là, c'est-à-dire c'est vraiment... comme je disais, je suis marié avec une Marocaine qui est arrivée ici à l'âge de 7 ans, puis il y a eu un clash familial qui n'est pas le même que dans la pièce, que je suis allé plus dans la fiction que dans le réel, mais quand même, cette prémisse-là, il y a eu un clash de famille. Proche de vous, là. Oui, proche de ma famille versus sa famille, qu'est-ce qu'eux voulaient, qu'est-ce que ma famille voulait. Fait que j'ai poussé ça un peu, tu sais, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, mais au début, c'était Denis Bernard qui m'avait invité comme auteur en résidence, puis j'avais parlé de cette idée-là en me disant, mais j'ai pas vraiment envie de l'écrire, je trouve ça comme opportuniste. Puis lui m'avait dit, oui, mais c'est ton histoire, il dit, c'est trop écœurant. Moi, je t'encourage à l'écrire, il faut que tu le fasses. Puis c'est vraiment lui qui m'a amené à le faire. Et je te dirais que la deuxième pièce, j'ai eu cette idée-là, et si Ouda m'avait dit, moi, ça m'intéresse pas, tu peux l'écrire, mais je le ferai pas. Je pense que je l'aurais pas écrite, la pièce. C'est vraiment né d'un coup de cœur, d'une rencontre, d'une idée que j'ai dit, il me semble que je te verrais là-dedans, ça te tente-tu? Son enthousiasme m'a fait, oui, j'y vais. Fait que j'y vais un peu comme ça, tu sais, au feeling, aux rencontres, tu sais, puis bien sûr, je suis conscient qu'après ça, des demandes dessus, mais tu sais, on n'a pas été soutenu par le Conseil des arts du Canada. Alors, je pense qu'on a trouvé le texte trop trash. Ah oui, hein? Oui. mais c'est intéressant. Fait que dans le fond, vu que je dénonce, mais je dénonce la récupération. Oui, c'est ça. La monétisation. Tu sais, l'idée de la monétisation de la diversité. Et dans la pièce, c'est ça aussi, le personnage de Gianne, à un moment donné, le sang qui est utilisé. Puis elle a visiblement un malaise, elle aussi. Puis des fois, ça marche, puis elle-même est comme... Tu sais, elle se rend dans une position un peu assez peinturée elle-même dans le coin. Bon, comment je suis devenu musulman, il y avait des sujets potentiellement polarisants. Je pense que vous avez réussi, entre autres, avec l'humour, à les éviter, mais à les aborder quand même. J'avoue que le discours autour du voile dans la pièce, au début, on a peur... Finalement, ça se passe bien, mais il reste une sorte d'ambiguïté. Puis je lisais dans certaines entrevues que vous avez données que vous ne vouliez pas tomber dans le jugement ou la morale, mais forcément d'aborder un sujet polarisant. J'imagine que il y a des précautions énormes à prendre quand on écrit sur des sujets comme ça. Oui. Bien, c'est sûr, le sujet du voile... Surtout dans une pièce qui dénonce la monétisation de tout symbole. Oui. Ben c'est sûr que j'ai pris un élément atomique, là, tu sais. Fait que donc, j'avais des gants, des pinces, puis j'étais bien équipé. Mais je te dirais, la présence d'Ouda, encore là, beaucoup de discussions sur ce que son personnage dit. Puis des fois, elle m'amenait des nuances en disant... Parce que ça va à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci. En tout cas, dans la pièce, je dirais pas exactement quoi, parce que je veux que les gens aillent la voir, mais c'est quand même... Je dirais pas que c'est un vent de fraîcheur, mais ça allait à contre-courant. Je me suis dit, il y a des gens qui aimeront pas ça. Ben... En tout cas, à date, j'ai pas entendu. Il doit en avoir. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a qui sont offusqués, probablement, parce que c'est comme... Parce que je prends pas position, parce que je suis pas en train de dénoncer le voile. Je suis pas en train de dire, le voile, c'est pas bon, c'est mauvais. Non, en fait, je dis pas que c'est bon non plus. Je dis rien, ultimement, sur le voile. Et même le personnage de Gianne le dit. Et en fait, c'est quelque chose de très présent, en tout cas, dans la culture arabe marocaine. Et c'est Ouda qui me disait ça. Tu sais, dans le fond, le voile, on n'en parle pas. C'est-à-dire, ça devient vraiment un choix personnel. C'est-à-dire que si une voilée est avec une non-voilée, la voilée va pas dire à la non-voilée pourquoi tu te voiles pas, puis la non-voilée va pas dire à la voilée pourquoi tu te voiles. Ils font comme
tu vis tes affaires, moi, je vis mes affaires. C'est vraiment cette logique-là. Puis c'est important pour elle. Il y a une phrase qu'on avait rajoutée, elle dit même, c'est un choix personnel. Le voile, quelque part, moi, je m'en sac, là, tu sais. Puis c'est important, cette parole-là, cette nuance-là. Je la trouvais belle. J'avais envie que ce soit ça, en fait, qui soit ma prise de position. Camille Gascon, j'ai survolé rapidement vos notes avant l'enregistrement. Et vous avez fait remarquer quelque chose d'intéressant sur le rire. Oui, mais en fait, je trouvais que le rire était... En fait, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça au théâtre. Là. C'est vraiment... tout à fait. Peut-être parce que je ne vais pas assez au théâtre d'été, je vais m'y remettre. Mais... non, mais c'est drôle, vous dites justement, vous faites une blague sur le théâtre d'été, comme si on était à une époque où pour rire au théâtre, c'est presque toujours au théâtre d'été. Puis sinon... Ben, on a un problème. Le milieu du théâtre a un problème avec le rire. Oui. Ça, avec la comédie. Une certaine prétention. On regarde ça de haut, peut-être? En fait, on a cette espèce d'idée étrange que la comédie, c'est facile. Puis que la comédie, c'est du théâtre d'été. Et je trouve que le milieu du théâtre, ça fait des années que je prône ça. Je trouve que le milieu du théâtre se coupe d'un grand genre qui est la comédie, un grand genre varié, on s'entend. Tu peux faire plein de genres de comédie, sociale, noire, bref. Toutes sortes de rire. Toutes sortes de rire. Et il y a un certain snobisme même de dire à une pièce, quand il y a de la comédie, de dire c'est une comédie. Sinon, on va dire, c'est une comédie dramatique. C'est une comédie sociale. Là, tout d'un coup, ça légitimise, mais on dirait que le théâtre est encore complexé, peut-être à cause de la présence de l'humour, à cause de... Oui, au Québec, on a comme un rapport particulier. L'humour est tellement omniprésent que peut-être le théâtre a décidé... nous, on veut pas faire ça. On n'ira pas là. Oui. Puis ça m'énerve beaucoup. Je sais que je suis snobé des fois par certaines personnes du milieu de théâtre parce que je fais de la comédie puis que je dis que moi, je me considère comme un auteur de comédie. Je le crie haut et fort et je l'assume. Vous le revendiquez. Je le revendique malgré ce qu'on peut malgré le regard méprisant qu'on peut avoir là-dessus. Et ceux qui s'essaient à l'écriture de comédie se rendent compte que c'est tough. C'est tough, c'est un art. Mais j'ai trouvé intéressant qu'on rit beaucoup avec Jeff de ses... Il y a tellement des répliques assassines, notamment par rapport à son assistante. Et on dirait, dans la vraie vie, qu'il serait dans une relation toxique ou de... Complètement. qu'on dénonce beaucoup aujourd'hui. Et là, on rit avec lui de son assistante. Il y a quelque chose quand même d'assez... qui fait du bien. C'est-à-dire qui dédramatise. Bon, on est au théâtre, tu sais, on veut pas que ça arrive dans la vie. Voilà. Mais je trouve que par cette voix-là, s'il y a quelque chose, on se sent un peu mal et en même temps, ça... En fait, pour montrer comment on rit, moi, j'étais assis derrière nous, il y avait Christine Morancy et Maurice. Qui riait tellement. Elle avait le piton collé, comme on dit. On a manqué des répliques à cause de son rire. Et je pense qu'ailleurs, dans la salle aussi. Oui. Alors, ça montre comment c'est une pièce qui est drôle. Mais si vous m'aviez demandé, nomme-moi 4 des personnes les plus drôles que tu peux imaginer. J'aurais nommé Simon. Oui. C'est comme auteur, je vous ai pas vu beaucoup, mais autrement, oui. Puis vraiment, ça m'étonne pas là, que vous ayez ri pour vrai dans la qualité. Ça m'étonne pas. Je veux rebondir sur... Mais attendez, Camille. Mais God, vous touchez le point important. C'est le rire. C'est un rire de qualité. Puis moi, évidemment, Simon, je vais être d'accord avec vous parce que ça fait des années que je fais ce métier-là, c'est-à-dire d'essayer d'aborder des sujets d'actualité en me servant du rire. Mais pas pour juste rire, parce qu'on peut réfléchir, mais vraiment de façon dense grâce au rire, puis faut pas snobber le rire, au contraire. Mais le rire, c'est la meilleure façon de s'adresser au plus grand nombre. Quand on veut dire quelque chose, totalement. C'est presque la seule façon, en fait, d'aller rejoindre des gens qui, a priori, voudraient pas qu'on leur parle de voile, voudraient pas qu'on leur parle d'immigration ou de diversité, mais qui, là, vont dire... Ça me permet de rentrer là-dedans puis de... En fait, qui irait même pas au théâtre. Non, probablement. Il y a ça aussi, effectivement. Je suis sûr que c'est une porte d'entrée pour bien des gens. Énormément. Un des commentaires qui me fait souvent plaisir, que j'entends régulièrement, parce que les gens viennent me voir, ils me disent... Je vais pas souvent au théâtre, puis j'aime pas ça vraiment, mais je te suis. J'adore ça, je ris, ça me fait du bien, puis moi, j'arrête pas de dire que je veux faire aussi un théâtre populaire sans être populiste. J'aime ça, m'adresser au grand nombre et que tu n'as pas besoin de clés spéciales pour venir voir ma Est-ce que Gratien, Gélina, c'est donc vous parlez de ça, ça me rappelle... En fait, je trouve que c'est un peu la même démarche qu'avait avec les Friedelindad, entre autres, qui était vraiment un théâtre pour tout le monde où le rire servait à réfléchir. Oui, exact. Sans hiérarchie, tout le monde pouvait venir. Oui, c'est ce que je cherche à faire. Très noble. Camille Gascon? Je voudrais rebondir parce que c'est vrai que le rire est assez... autant, en tout cas, est assez rare, je trouve, sur les scènes, mais aussi, vous êtes un peu à contre-courant parce qu'en ce moment, il y a vraiment une tendance dominante du documentaire, de l'autobiographique sur scène. Le personnage, au sens un peu
plus traditionnelles, puis le quatrième mur ne sont pas très à la mode, ce que vous assumez complètement dans votre pièce. Puis en assistant à Je suis un produit, je me disais, est-ce que notre soif de vérité, on parlait tantôt de ça, de témoignage à la scène, mais aussi dans la vie, nous fait peut-être oublier qu'un témoignage qui nous touche, c'est avant tout une bonne histoire. Puis c'est ça, je trouve, qui traverse Je suis un produit, c'est que finalement, on se met en scène et l'important est de raconter une bonne histoire, autant en marketing que sur scène. Donc, je trouvais intéressant de passer par la fiction, en fait, pour nous amener sur le terrain de cette réflexion-là, sur les histoires qui nous traversent, finalement. Ben, je reviens au récit. La force du récit. Ça ramène à la cour d'école? Oui, ça ramène à la cour d'école. Voilà. Moi, j'aime ça me faire raconter des histoires quand je vais au théâtre. Fait que je fais un théâtre comme ça, où oui, des fois, je vais briser le quatrième mur. Oui, je flirte avec l'autobiographie comme dans Comment je suis devenu musulman. Mais ultimement, moi, j'aime mieux manipuler mon récit pour qu'il soit le plus fort, le plus intéressant, le plus riche possible. La vérité m'intéresse pas tant que ça. Tu sais... Voilà. Yes! Bravo! Simon Boudreau, merci beaucoup. Cette saison, on voulait parler de théâtre plus, et je pense qu'on a brisé la glace. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Fait que j'étais content aussi que vous soyez le premier à venir nous voir. Puis il faut quand même le dire aussi, c'est que oui, on est beaucoup écouté à Montréal, mais on est écouté partout au Québec. Et la pièce Je suis un produit, là, pour l'instant, elle est à la Licorne jusqu'au 18 décembre. En fait, le 19, on a rajouté une supplémentaire. Le 19 décembre. Ouais. Mais éventuellement, ça va se promener aussi à Québec prochaine. Et en tournée. Il va à Québec à l'aborder en novembre-décembre prochain. Puis on est en train d'établir la tournée. Là, à date, les diffuseurs sont venus, sont bien emballés. Wow. Fait que je pense qu'on va avoir une belle tournée, une belle vie pour ce spectacle. Fait que le show va se promener. Mais merci beaucoup. On rappelle, c'est avec Éric Bernier, Alexandre Dano, Louis-Olivier Moffett, Ouda Riani, Catherine Noël. Et on n'a pas parlé, mais vous avez fait la mise en scène aussi de votre propre texte. Oui, ça fait quelques shows que je fais ça. C'est bien ça, d'être en contrôle. Je comprends ça, c'est tout à fait... J'ose le risque. Ben, je dirais quand même quelque chose de schizophrénique, mais quand je commence la mise en scène, je me détache vraiment du texte et je deviens assez impitoyable vis-à-vis du texte, même plus que les acteurs. Des fois, les acteurs s'attachent à des répliques. Je fais non, c'est plate, là, ça manque de rythme, tu sais. Mais oui, j'aime ça. Bon. Merci. J'espère que ça va donner le goût aux gens d'aller voir cette pièce-là. C'est vraiment une pièce qui fait du bien parce qu'on rit, puis on en a besoin. Puis je pense que ça a joué aussi. C'est un des premiers shows que les gens ont vu après la pandémie. Oui. Et c'est exactement ce qu'on avait besoin. Simon Boudreau, merci. Godefroy Larado, merci. Merci tout le monde. Camille Gascon, merci de m'avoir appuyé dans les questions pertinentes sur le théâtre. Sinon, je ne serais pas arrivé. Hélène Faradji, merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il va y avoir, entre autres, Jonathan Livernois qui va venir nous... J'en dis pas trop parce que j'ai pas fini de lire le livre, mais vous allez voir, c'est un sujet qui semble niché, mais qui l'est moins qu'on pense, mais ça va être mon défi de le rendre. La naissance de la littérature chez les politiciens québécois au 18e et 19e siècle. C'est pas niché. Faut pas rire. C'est drôle. Non, mais genre, ça va être vraiment intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Il va y avoir Mathieu Bellil également. On va parler aussi de lettres québécoises avec Melika Abdelmoumen qui va venir nous en parler. Alors voilà, c'est ce qui va être le menu de la semaine prochaine. Puis dans 2 semaines, Guy Rocher. Puis après ça, congé des fêtes. On va se retrouver quelque part. De toute façon, je vais vous reparler aussi. Je vais vous envoyer des petits épisodes pour vous dire comment vont vos vacances des fêtes. Mais j'ai hâte de me reposer un petit peu. On a eu un gros automne et un gros début d'hiver. Voilà. Merci, Larry Dufresne, qui va s'occuper du montage. J'ai plein de notes pour lui. Alors, voilà. Merci. Portez-vous bien. Bonne semaine. À bientôt.